Vous parlez également des traumatismes transgénérationnels qui se transmettent donc sur plusieurs générations. Certaines personnes souffrent de symptômes des traumatismes donc de leurs parents, grands-parents ou arrière-grands-parents. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce phénomène et comment il évolue sur les générations qui se succèdent? Vous expliquez à un moment que la génération suivante va avoir plutôt tel ou tel symptôme, celle d'après encore autre chose, etc. En fait, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. C'est-à-dire que quand un trauma n'a pas pu être élaboré à une génération, on sait maintenant en génétique que l'ADN peut muter en raison de l'épigénétique. C'est-à-dire qu'une cause environnementale, un contexte, un choc extrêmement fort, peut modifier l'expression de vos gènes. Donc, la génération d'après va recevoir en héritage un gène qui va, du fait de ce choc, plus s'exprimer, un gène pathogène par exemple, plus s'exprimer. Et on retrouve, dans le cas des secrets de famille, très souvent, à la génération d'après, des symptômes qui touchent la mémoire, des symptômes qui créent parfois des absences. Alors, j'avais pris dans le livre l'exemple de la Shoah. On sait que beaucoup de survivants de la Shoah sont rentrés et n'ont pas pu parler. Et on s'est aperçu, en faisant des études sur de vastes cohortes chez des Ashkénazes, qu'à la 3e génération, il y avait un grand nombre de syndromes autistiques. Ça n'est pas le seul facteur, bien évidemment. Ce serait très réducteur de le dire. Il y a une pluralité de facteurs qui sont en jeu dans cette pathologie. Mais il semble tout à fait logique, finalement, que le trauma indicible, impensable, inélaborable, ait créé un secret qui, dans les générations futures, va se muer en une angoisse silencieuse qui s'exprime à travers des symptômes qui touchent la relation, la communication et la pensée. Je vous le fais très très rapide. Oui, bien sûr. C'est un sujet extrêmement complexe puisqu'en fait c'est vraiment un sujet de génétique qui touche la manière dont l'épigénétique vient modifier l'expression de nos gènes. D'où l'intérêt en fait d'exprimer, si on peut, les Bien émotions sûr. liées au Alors, je vais vous donner un exemple beaucoup plus simple et qui peut tous nous concerner. Vous avez une vulnérabilité familiale au diabète. Vous n'avez pas de diabète. Et puis un jour, vous avez un choc, un trauma émotionnel extrêmement fort et vous allez déclencher un prédiabète. Et ça, tous les endocrinologues qui ont l'habitude de voir des patients en étant un petit peu ouverts à l'anamnèse de leur vie, à ce qui leur arrive, savent très bien que très souvent, quand une maladie chronique se déclenche, il y a quand même une corrélation avec un choc traumatique à un moment donné. En fait, c'est comme si on avait des cartes du jeu, mais on joue pas avec les mêmes cartes au même moment de sa vie. Voilà. Et puis, à un moment donné, il va y avoir une conjonction explosive, c'est-à-dire qu'avec la carte du gène qui était restée non exprimée, vous allez avoir en plus la carte d'un événement traumatique, plus la carte peut-être à ce moment-là d'une vulnérabilité psychique parce que vous êtes en pleine puberté ou vous venez d'accoucher, donc un état hormonal qui vous rend plus sensible, et bim, vous allez décompenser la maladie à ce moment-là. On décompense aussi souvent la maladie au moment où on a le sentiment d'avoir perdu ses appuis. C'est-à-dire que le corps s'effondre parce que quelque part, le psychisme doit tenir. Il ne peut pas s'effondrer. Et pour ne pas s'effondrer, c'est comme si c'était le corps qui prenait en charge de devenir fou. Pour que le psychisme survive. Pour que le psychisme tienne. C'est ce qu'on appelle des profils psychosomatiques. C'est des gens qui vont jamais délirer, jamais faire en apparence une dépression, mais ce sera une dépression masquée, c'est-à-dire que ça se traduira par des problématiques psychosomatiques très importantes et rebelles au traitement. Donc en fait, il faudra en plus du traitement vraiment une approche psychothérapique pour décharger le corps de l'émotion qui a été clivée, mise de côté. Et par exemple, dans les MICI, les maladies inflammatoires chroniques intestinales, on retrouve quand même en général chez la personne des traumatismes enfouis de très longue date. Est-ce qu'il y a des typologies de traumatisme par rapport à ça ou peu importe? Ces maladies inflammatoires Non, alors ce qu'on observe, c'est que par exemple dans les maladies comme la polyarthrite rhumatoïde, il y a beaucoup de colère refoulée. Dans la sclérose en plaques, il y a en général beaucoup de peur et de culpabilité.
Maintenant, vous dire telle maladie, c'est telle émotion, c'est tel problème, ça c'est faux, ça c'est bidon parce qu'en fait, l'être humain, même s'il a les mêmes symptômes, il a toujours une singularité qui fait que il a des fragilités corporelles qui lui sont propres, et donc à traumatisme égal et avec sa singularité, il va pas exprimer les choses de la même manière avec son corps. Et ça rejoint un peu ce que disaient les Chinois sur la peur est liée aux poumons. La peur est liée aux reins. Alors oui, effectivement, la médecine traditionnelle chinoise a vraiment observé, a eu cette vision holistique qu'on a complètement perdue en Occident de la santé, et place vraiment l'homme dans le cosmos en résonance avec les saisons. Et c'est très intéressant parce que pour eux, le poumon est associé à la tristesse, le foie est associé à la colère, le rein est associé à la peur. Effectivement, c'est confirmé par les connaissances modernes de la médecine, c'est-à-dire qu'on sait que les surrénales gèrent justement le stress et l'adaptation. Et donc, quelqu'un qui est saturé de peur, saturé de stress, en général, s'épuise au niveau des reins. Et ça peut se traduire par le fait qu'il va faire pipi tout le temps, par exemple, qu'il a des douleurs, etc.